le forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau forum des bailleurs spécial, forum des bailleurs avec plusieurs bailleurs autour de la table. On a aussi un cadre spécial parce qu'on est au Belvédère, il fait beau, on est sur ce beau balcon comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, pour réaliser cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Kwiatkowski qui est responsable des agences Vendeuvre et Laxou pour Batigère. Bonjour. Bonjour à tous. François Molinero, directeur relations clientèle pour MMH, bonjour. Bonjour à tous. Christelle Dorlet, responsable de l'agence Laxou Maxéville pour MMH. Bonjour. Et Jérôme Dalborgo, directeur général de l'OMH. Bonjour à tous. Alors, on va commencer par toi, Jérôme. Je vais te laisser te présenter tes fonctions et puis présenter aussi l'OMH pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans cette émission. Donc, Jérôme Dalborgo, je suis directeur de l'Office métropolitain de l'habitat du Grand Nancy depuis maintenant bientôt une année. Donc l'Office, c'est un peu moins de 7000 logements, avec une très forte présence sur le plateau de Haye où on est présent ce matin, où j'ai le plaisir d'accueillir mes collègues bailleurs pour notamment parler du NPNRU. Alors du NPNRU de chaque bailleur, mais aussi à l'échelle de la métropole. On l'évoquait tout à l'heure, c'est près de 400 millions d'euros de travaux pour travailler sur l'image des quartiers, dédensifier, réhabiliter, construire du patrimoine et des immeubles plus à taille humaine, en tout cas, et essayer de redonner une attractivité à ces différents quartiers. Alors cet espace du Belvédère qu'on a investi aujourd'hui, on s'est un peu infiltré avec les caméras, la régie et les micros de RCN. Merci déjà d'avoir accepté notre proposition de faire cette émission ici même. Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut expliquer un peu à nos auditeurs? Alors, pour reprendre un peu la genèse sur le plateau de Haye, il y avait déjà eu un premier projet urbain dans les années 2000, où on avait travaillé sur ces deux bars emblématiques du Cèdre et du Tilleul par des démolitions et on va dire une réhabilitation assez classique. Là, on revient une deuxième fois sur une réhabilitation beaucoup plus ambitieuse, puisque, comme je l'ai dit, et donc on est sur les fameuses terrasses, on va rajouter des cuisines et des terrasses sur 10 étages, sur des structures autoporteuses. Les travaux de réhabilitation de Cèdre et Tilleul, c'est 57 millions d'euros. Que les travaux de réhabilitation, une quinzaine de millions pour la démolition, puisqu'on va créer des percées dans le bâti. Donc ça ne sera plus les plus grandes barres d'Europe, comme ça l'a été jusqu'à présent. Au global, c'est près de 160 millions d'euros pour l'Office, le NPNRU, avec des constructions neuves, la démolition de la tour panoramique également, et d'autres réhabilitations. Et après, les espaces du Belvédère, leur vocation, c'est de pouvoir montrer aux partenaires, au grand public, aux associations, ce que va devenir ces logements-là et cette barre d'immeubles-là, avec la fusion de plusieurs logements, puisqu'on était sur des petites typologies. On crée des typologies, on va dire, pas plus standards, mais avoir un panel plus étoffé de typologies. Au total, on aura 57 typologies. Voilà, en moyenne. On aura toutes les typologies du studio jusqu'au F5, F6, 57 typologies différentes. Ça pour aller de l'appartement étudiant, par exemple. Oui, il y aura une entrée dédiée aux étudiants. Donc la nouveauté aussi, c'est que comme on était intervenu il y a une quinzaine d'années dans le cadre de l'ANRU 1, on va, avant la démolition, on va déposer proprement un certain nombre d'équipements qui seront réutilisés pour cette réhabilitation. La meilleure illustration, c'est les fenêtres qui ont été posées là pour la création de cette cuisine. Ce sont des fenêtres qui ont une dizaine d'années, donc ils seront déposés par une association d'insertion, Réciprocité. Ils seront remis en état et ils seront reposés par la suite. Alors, je rappelle que cet appartement témoin, qui fait partie des espaces du Belvédère, est situé à la tour, à la tour panoramique, autant pour moi, au Tilleul argenté, au 10e étage. Au 10e étage. On est dans les entrées qui étaient dédiées au centre des affaires, et on est au 10e étage. Avec une vue incroyable sur la ville. C'est d'où le titre de l'espace, et c'est aussi un des arguments sur lesquels il va falloir axer dans le cadre de la reconquête du quartier et dans le cadre de la recommercialisation des logements. Puisque ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que au vu de l'ampleur des travaux engagés, aujourd'hui, la barre du Cèdre bleu est complètement vide, donc c'est quasiment 600 logements de vide, et à terme, la barre du Tilleul argenté sera vide également. Au vu des travaux, il était impossible d'imaginer faire les travaux en site occupé.
On va revenir sur ces questions-là. François Molinero, je vais te laisser présenter MMH. Alors, je suis François Molinero, le directeur de la relation clientèle au sein de Meurthe-et-Moselle Habitat. Meurthe-et-Moselle Habitat, office public de l'habitat départemental, présidé par Madame Kirouni, la présidente du conseil départemental 54, et qui a pour directeur Monsieur Lionel Mahuet. Donc Meurthe-et-Moselle Habitat, c'est environ 14 000 logements répartis sur tout le département, un peu plus de 160 communes, et notamment sur la métropole, avec plusieurs quartiers prioritaires de la ville, et qui sont concernés pour 2 d'entre eux dans le cadre du NPNRU. Donc je laisserai Christelle détailler plus le quartier des provinces dont elle a la charge, en tant que responsable de l'agence d'Axo-Maxéville. Et l'autre quartier, c'est le quartier Vordest, où nous possédons environ 900 logements, et qui est concerné par un programme assez important de renouvellement urbain, notamment avec des démolitions. Donc environ entre 300 et 340 logements en démolition en fonction des validations de certains immeubles encore par la métropole. Donc aujourd'hui, il y a déjà un bâtiment qui est vide et qui est en phase de déconstruction, donc le 1-3 Harlem, 87 logements. Donc avec bien sûr des opérations de relogement, à la fois sur notre quartier, à la fois dans les quartiers de nos collègues bailleurs, Batigère, OMH. Donc on attaque la deuxième phase avec un programme de relogement sur le 1-3 Marcagne, 85 logements également. Et ensuite, d'autres phases qui s'étaleront sur une dizaine d'années avec des phases de reconstruction, mais à minima, puisque aujourd'hui, l'ANRU, nous n'avons plus l'obligation de reconstruire un pour un. Donc, et plus de diversification du logement à l'accession, à la propriété, des logements accession sociale, des logements à destination des seniors, et également des équipements publics en partenariat avec les collectivités, crèches, etc. Voilà. Donc le but, c'est bien sûr de travailler sur à la fois les immeubles, travailler également sur tout ce qui va concerner les rénovations dans le cadre énergétique, pour permettre à nos locataires d'avoir une quittance allégée et de consommer moins d'énergie. Et ensuite, avec les collectivités, en partenariat avec les collectivités, les communes, l'Agence nationale de l'ANRU, tout le travail aussi sur les équipements publics, la résidentialisation, les espaces extérieurs, afin de redonner une nouvelle vie, comme l'a dit Jérôme, une nouvelle vie à nos quartiers et améliorer l'attractivité. Et alors, je vais laisser la... Oui, justement, j'allais dire, on va passer la parole aussi à Christelle Dorlé pour présenter. Alors, qu'est-ce que tu fais sur le terrain et sur quelle zone tu agis? Alors, donc, je suis responsable de l'agence l'Axo-Maxéville, donc en fait, qui concerne... Donc, parce que quand on parle du plateau de Haye, en fait, c'est plateau de Haye, Haut-du-Lièvre et Champ-le-Bœuf. Alors, Champ-le-Bœuf n'est pas concerné par le NPNRU, parce qu'il y en a déjà eu un il y a quelques années. On y est quand même, moi je m'y intéresse parce qu'il y a quand même le centre commercial de la Cascade qui fait partie du projet qui est sur Champ-le-Bœuf et donc on aime bien savoir ce qui se passe autour de nos quartiers parce que c'est partie intégrante aussi du quartier Champ-le-Bœuf, mais plus précisément pour notre part nous c'est sur le quartier des provinces. Alors une petite partie puisque tout à l'heure Batcher nous parlera aussi des provinces, eux, ils ont un peu plus de bâtiments concernés. Pour nous on a la tour Franche-Comté donc qui va être démolie. Pour le coup, il n'y a pas forcément de reconstruction prévue encore, en tout cas sur ce même endroit. Donc c'est 141 logements tout de même, une grande tour qui va disparaître de l'horizon. On n'y est pas encore parce que donc 141 logements, ça veut dire qu'il y a une enquête de relogement, ça y est, qui est terminée. Mais sachant que voilà, il faut pouvoir reloger ces personnes dans leurs critères. Il nous reste encore à peu près la moitié à reloger. On a eu 6 relogements de fait chez nous et chez nos autres amis bailleurs. Et surtout, donc, on a Marius Pian, donc, qui fait partie du quartier des provinces, qui est un peu moins connu parce qu'en fait, quand on regarde sur les plans, on va dire que c'est un petit peu en marge, mais ça fait partie du quartier des provinces. Et là, on est vraiment sur une partie résidentialisation. Donc, et comme le disait tout à l'heure François, rénovation énergétique. Le but est vraiment d'améliorer les performances énergétiques des logements. On change le mode de chauffage, on isole, on remplace les fenêtres. C'est des logements en duplex qui vont être rénovés, salles de bain rénovées. Et surtout, quand on parle de résidentialisation,
c'est au niveau des frontières des immeubles en fait. Donc l'ouverture avec de la végétalisation plutôt que, enfin l'ouverture vers le quartier, en lien avec les communes, hein, parce que la commune, là, pour le coup, l'Axou prévoit une aire de jeu pour les moins de 6 ans, parce qu'il y a une école à côté, une voie à 30 pour que ce soit moins dangereux et pour les enfants et pour les habitants. Donc c'est vraiment un projet voilà, en lien avec et la métropole et la commune. On essaye hein, aussi de demander leur avis aux habitants, d'être dans la concertation le plus possible pour pouvoir aller au bout de ce projet, que tout le monde y trouve son compte. Donc voilà, okay, pour ma part. Nicolas Kwiatowski, pour Batigère, qu'est-ce que c'est Batigère? Quelles sont vos missions? Alors, pour Batigère, déjà Batigère, c'est donc une SA d'HLM. À l'échelle de Batigère Grand Est, on a environ 36 000 logements. De Strasbourg à la Moselle, Nancy bien sûr, et puis depuis quelques temps une antenne en PACA. Et à l'échelle du réseau national, du groupe national, Batigère, c'est près de plus de 140 000 logements et on est le 5e opérateur français. Me concernant, moi je suis responsable donc, des agences de Vendeuvre et l'Axou depuis bientôt 3 ans. Ça représente quasiment 5 000 logements, pratiquement tous en quartier prioritaire de la ville et 35 collaborateurs qui m'assistent quotidiennement pour ces deux ensembles. Et puis, Batigère, les agences de Vendeuvre et l'Axou, on est concerné par le NPRU, sur Vendeuvre par le quartier des Nations, face au quartier de MMH Saint-Vendès. Donc on a le quartier de l'Étoile qui est concerné, puisqu'on va démolir l'immeuble Courly pour 53 logements. On est en phase de reloger les derniers locataires présents, de façon à ouvrir le quartier, à désenclaver un petit peu le quartier d'une barre de l'Étoile, dit du quartier de l'Étoile, qui empêchait un petit peu la vue sur les autres sites, avec une création certainement d'une voie verte. Et puis par extension, on va aussi démolir les immeubles Sorin-Hulotte, qui ont passé l'âge, on va dire, de rester dans le paysage urbain. Donc là, on est sur 144 logements à démolir. Et on a commencé depuis peu les opérations de relogement pour le quartier pour Vendeuvre à ce niveau-là. Si je prolonge sur l'Axou Province, le quartier des Provinces, initialement, Batigère, c'est quasiment 1000 logements dans le quartier qu'on partage avec MMH pour la Tour Franche-Comté. Ce quartier n'avait pas eu de première opération de renouvellement urbain. Donc aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase, parce qu'on a déjà commencé les opérations de démolition, puisqu'on a déjà fait tomber l'année dernière les immeubles Bretagne et Normandie, qui vont laisser la place à un centre scolaire pour la ville de l'Axou. On a déjà largement entamé, puisqu'on est plutôt en phase finale de la réhabilitation de l'immeuble emblématique du Printemps-Automne, qui est à l'ouverture côté nord sur le quartier des Provinces et qui est finalement le début du quartier. C'était 160 logements qu'on a réhabilités en opération tiroir, c'est-à-dire qu'on déplaçait, on relogeait les occupants dans des logements neufs, puisqu'on a refait bien sûr l'isolation thermique par l'extérieur, l'installation intérieure complète, un sanitaire, l'électricité, les sols, les menuiseries extérieures, les portes-palières par exemple. Et puis on va, sur cet immeuble-là, on a créé une nouvelle cage d'escalier avec un nouvel ascenseur pour séparer l'immeuble en 2 entrées bien distinctes. Et on a fait une création de logements type 3 et de type 2 qui vont remplacer à l'origine, c'était quasiment que des logements T1 qui étaient destinés beaucoup aux étudiants et pour l'autre moitié, côté automne, beaucoup pour les personnes âgées. Et sur la suite du programme, on va continuer les démolitions sur l'Axou Province, puisqu'on va démolir les immeubles Champagne-Lorraine, une partie de l'immeuble Argonne et une partie de l'immeuble Picardie. Aujourd'hui, on est en train de finaliser les relogements des immeubles Champagne et Lorraine, puisque sur Champagne, il doit nous rester 3 locataires et sur le Lorraine, une petite vingtaine. Alors on va parler de tout ce qui est intrinsèque aux bailleurs sociaux, de vos missions. Et parlant de choses intrinsèques, la musique en est une pour Top Mich qu'on va écouter avec Run Through Me sur RCN 90.7.
le forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Et on vient d'écouter Tom Misch avec Run Into Me sur RCN 90.7. Alors on parlait de ce qui est intrinsèque aux bailleurs sociaux. François Molinero, c'est quoi un bailleur social? Quel est son rôle? Alors, un bailleur social, il a une mission de service public, d'utilité publique. Donc ce rôle, bien sûr, c'est de proposer des logements à des logements sociaux à une grande partie de la population. Aujourd'hui, environ 65% de la population française a droit à l'attribution d'un logement social. Donc sa mission, c'est de proposer des logements, donc de les construire, de les entretenir et de suivre les locataires tout au long de leur vie du bail, grâce au personnel de proximité, à tous les personnels des différents services. Donc ensuite, il a aussi un rôle de maintien du lien social, donc des missions qui sont apparues, qui ont monté en puissance dans le premier ANRU grâce à toutes les conventions passées avec les collectivités et les communes. Donc le but, c'est d'assurer des animations, d'assurer ce qu'on appelle la gestion urbaine de proximité, donc en lien avec les collectivités. Donc ça touche à différents domaines, hein, la résidentialisation, les espaces verts, la propreté, la gestion des objets hétérogènes. Donc maintenir ce lien social, c'est aussi créer des partenariats avec différentes associations de quartier, proposer aux habitants de sortir un peu de leur environnement en proposant soit des actions culturelles, sportives, éducatives. Voilà, donc ça c'est un facteur commun à tous les bailleurs aujourd'hui. Et ça permet aussi d'être en contact permanent avec nos habitants, de concerter avec eux, avec les associations de locataires, les conseils citoyens, afin toujours d'améliorer leur cadre de vie et de proposer des environnements qui correspondent à leurs besoins et leurs envies. Jérôme Dalborgo, quel type de partenariat et d'actions ont été mis en place avec les différentes associations au cours de ces dernières années? Alors des partenariats divers, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit François, parce qu'on se retrouve pleinement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'objectif d'un bailleur social aussi, c'est de pouvoir coller au plus près des besoins de la société. Par exemple, sur le vieillissement des populations, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec François sur les adaptations de salles de bain. Donc, on produit des résidences seniors, on adapte les logements au vieillissement de la population. On a des partenariats, par exemple, avec l'OHS, entre autres. Ça peut être des partenariats avec le tissu associatif dans les QPV pour accompagner nos jeunes, pour lutter contre l'oisiveté, pour qu'ils aient un parcours de vie, un parcours professionnel, dans le cadre de chantiers jeunes, chantiers éducatifs, l'opération argent de poche. Voilà, ça peut être des partenariats aussi avec des écoles. Je sais qu'à l'office, on a un partenariat avec l'école d'architecture pour justement faire découvrir ce type de projet. On a aussi un rôle... on est un donneur d'ordre public. Et donc, à un moment donné, sur tout ce qui va être innovation technique et technologique, c'est quelque part à nous à essuyer les plâtres. C'est pas les promoteurs privés qui vont le faire. Donc, de ce point de vue-là aussi, pouvoir accompagner les écoles, les formations professionnelles. Voilà, donc les partenariats sont assez larges, assez vastes. Oui, c'est un peu la chance qu'on a. Nous, les bailleurs sociaux, présents sur des quartiers comme ça, et on va pouvoir nouer, je vous dis, des partenariats avec les collectivités, avec le tissu associatif, avec les scolaires. Et comment ils s'imprègnent? Comment ces partenaires-là s'imprègnent de ce que vous leur proposez? Comment c'est accueilli déjà par vos locataires et aussi par les partenaires? Comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, aujourd'hui, 65 à 70% de la population française peut ouvrir droit à un logement social. On est très implanté sur des quartiers, donc forcément, on est un acteur incontournable. Mais en effet, on a besoin de tout ce tissu associatif, de tous ces partenaires pour travailler, puisque aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est le bâti.
mais il y a tout ce qui tourne autour du bâti. On a parlé de la résidentialisation, on a parlé du cadre de vie, on a parlé des problèmes, il y en a encore malheureusement d'oisiveté, de délinquance, de dégradation. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Après, on l'a évoqué à l'instant aussi, on a des conventions d'abattement de taxes foncières, puisque si vous voulez, dans les quartiers prioritaires de la ville, on a un abattement de 30% des impôts fonciers, ce qui nous permet à nous, bailleurs, d'accompagner ce tissu associatif-là. Régulièrement au niveau national, c'est des sujets sur lesquels ça fait débat. Si un jour ou l'autre c'était remis en question, ça serait dramatique pour les quartiers et pour le tissu associatif, il faut le savoir. Quels en seraient les risques Les risques, c'est que les bailleurs se focaliseraient, se concentreraient déjà sur leur mission première, à savoir offrir un toit et l'entretenir, et justement ne pourraient plus travailler sur le lien social, sur l'accompagnement, sur toutes ces thématiques-là qui sont annexes à notre cœur de métier. Christelle Dorlé, je vous laisse rebondir sur ces propos. Tout ce dont on parlait François et Jérôme, nous dans les agences de proximité, on se rend compte que c'est notre cœur de métier. Moi je suis en place depuis 1 an et demi et en fait je me rends compte que ce soit nos métiers, donc les responsables de site en agence et les agents de proximité sont vraiment en fait créateurs de liens. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait partie de ces partenaires, on travaille avec le tissu associatif et le fait qu'il y ait une multiplicité de partenaires, c'est ce qui permet parfois de pouvoir avoir l'adhésion des locataires parce qu'ils vont avoir leur agent de proximité qui vont pouvoir parfois détecter un souci chez une famille. Donc on a chez nous le développement social, on va avoir des assistantes sociales qui vont pouvoir prendre le relais. Et s'il y a un jeune dans cette famille-là, on va pouvoir faire le lien avec un chantier jeune. C'est vraiment, je pense, nos agences sont au cœur du quartier. Incontournable parce que finalement, on loge les gens, c'est quand même on sait que c'est quand même une des priorités des personnes et de ce fait, on va pouvoir soit rediriger et échanger pour toujours pour créer du lien et savoir quels sont les besoins. Les animations sociales, malheureusement, on n'a pas pu en faire beaucoup pendant le Covid et on a vu que ça a créé de l'oisiveté et quelques soucis. Là, on peut reprendre, c'est plutôt une bonne nouvelle et on se rend compte qu'en fait, c'est utile. Et je vous rejoins, si on n'est pas aidé pour pouvoir continuer sur toutes ces activités annexes ou connexes, c'est vrai que ce serait, pour nos locataires, ce serait vraiment une mauvaise nouvelle, parce que c'est pas forcément quelque chose qui se voit, c'est pas quelque chose de palpable, ça fait pas partie des recettes quittancées, c'est pas chiffrable, mais en matière de qualité de vie, ça fait vraiment la différence. Ouais. Nicolas Kwiatkowski. Je crois qu'au contraire, c'est chiffrable, mais c'est pas en numéraire qu'on le chiffre. C'est vraiment sur le résultat après chaque opération d'animation qu'on pourrait mener. On voit l'engouement que ce soit les enfants ou les adultes qui y participent, l'engouement général que ça procure dans le quartier. Et rien que pour ça, on peut s'en féliciter. Batigère, on est bailleur citoyen. On a un projet d'entreprise qui se base sur ces notions-là. À titre d'exemple, sur le quartier des Provinces, on a construit avec la régie de quartier, puisqu'on est l'un des pères fondateurs de la régie de quartier de Laxou, qui existe depuis 2004, on a construit un vrai partenariat, au-delà d'une prestation de service qui est l'entretien ménager et l'entretien des espaces verts. La régie de quartier de Laxou est un facteur d'insertion sociale par l'économie, par le travail, par l'aide sociale qu'ils peuvent apporter à tous les résidents du quartier des Provinces. Donc rien que pour ça, on peut se féliciter, nous, de mener des animations dans nos quartiers, que ce soit sportif comme le challenge de basket le challenge Batigère qui est emblématique, puisqu'on est dans la 26e édition, première édition en 95. Même pendant le Covid, on a malheureusement dû s'arrêter, mais on a réussi après à revenir de plus belle. Donc c'est vraiment des réussites. Et puis, on pourrait en citer d'autres, mais on a aussi nos contrats d'insertion dans tous nos contrats de marché de travaux, où on fait de l'insertion par l'économie, où on permet à des gens issus du QPV, du quartier, de peut-être trouver un emploi, d'apprendre un nouveau métier, ou d'apprendre peut-être même un métier. Et ça, c'est les forces des bailleurs sociaux de l'agglomération de Nancy. C'est très clair. On est fortement implanté et on est fortement actif sur nos quartiers pour nos clients, pour nos locataires.
Alors on va parler aussi de cette fameuse période Covid, période pendant laquelle malgré vous avez dû y croire pour pousser pour que les événements se refassent, parce qu'on parlait notamment du challenge Batigère qui cette année a pu reprendre dans de bonnes conditions. Parlant de croyances, j'y crois, c'est ce que Diana Ross dit dans sa chanson I Still Believe, qu'on écoute tout de suite. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Et on vient d'écouter Diana Ross avec I Still Believe, in Love I Still Believe. Et on est toujours dans ce forum des bailleurs spécial où on va parler notamment de cette fameuse période Covid et d'abord du NPNRU. Qu'est-ce que c'est ? À combien on va le chiffrer ? Quelles sont les dates, les dates d'échéance, date de début, date de fin ? Et avant ça, les prémices, le plan ANRU 1 qui était entre 2004 et 2020, qui s'y colle, peut-être François Molinero. Le plus ancien. C'est la mémoire des bailleurs. Donc, la jeunesse, c'est en 2004. En 2004, la création de l'Agence nationale de rénovation urbaine pour les quartiers qui, à l'époque, on les appelait les ZUS. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les zones urbaines sensibles, qui aujourd'hui sont devenus les quartiers prioritaires de la ville. Donc cette première phase en rue, elle a duré de 2004 à 2020. Au niveau national, il y a eu 600 quartiers traités au niveau national. Donc l'objectif de l'Agence nationale ANRU, c'était, dans un premier temps, comme son nom l'indique, le renouvellement urbain. Donc c'était rénover les immeubles, proposer des équipements publics, travailler sur les résidentialisations, avec un soutien financier important aux collectivités locales, aux établissements publics, dont on fait partie. Donc c'était aussi l'agence qui finançait en grande partie toutes ces opérations. Sur quelle zone ? Donc c'était les quartiers les plus fragiles. Prioritaires de la ville. Les zones urbaines sensibles, c'était les quartiers les plus fragiles. Ici, ça représente ça. Alors ici, au niveau de la métropole, ça représentait quand même plus de 1000 démolitions à l'époque. Autant, voire un peu plus de construction neuve. Et les grands quartiers qui avaient été concernés dans le premier ANRU, donc il y avait les provinces, il y avait la Californie, à Jarville, le quartier Jartom et centre urbain de Tomblaine. Le plateau de Haye, bien sûr, qui a eu une grosse rénovation urbaine. Voilà, donc ça, c'était la première phase. Et aujourd'hui, on attaque la deuxième. Les études ont démarré depuis plusieurs années, vraiment opérationnellement depuis 2 ans, validées par l'Agence nationale, l'UNPNRU. Et aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, les quartiers qui sont concernés, les quartiers de Vend'Est, MMH et Batigère, donc les Nations et Vend'Est, le plateau de Haye et les provinces. Donc avec les mêmes objectifs, mais voilà, avec des nouvelles priorités et objectifs, notamment tout ce qui va toucher également, on va de nouveau démolir pour aérer un peu l'espace et des objectifs également en matière d'amélioration énergétique au niveau des bâtiments pour aussi travailler la baisse de consommation d'énergie et la baisse des charges. Ça, c'était donc 2004-2020. Maintenant, aujourd'hui, il y a le plan NPNRU. Il est chiffré à combien et il est prévu jusqu'à quand ? Jérôme Dabot. Alors, à l'échelle de la métropole, c'est un peu moins de 400 millions d'euros. C'est sur une période d'environ 10 années. Comme je vous l'ai dit, pour l'Office, c'est 160 millions d'euros d'investissement, en intégrant bien entendu les démolitions, les réhabilitations, la reconstruction. Juste peut-être revenir, parce que c'est important, dans les années 2000, la montée en puissance de l'ANRU 1, c'était sous l'égide d'un illustre ministre du Logement, qui était Jean-Louis Borloo. Je le dis d'autant plus, c'est que depuis quelques années, le logement social est un peu le parent pauvre du gouvernement, et dans le dernier gouvernement, il n'y a même pas de ministre du Logement. Donc voilà,
ça reste, de mon point de vue, offrir un toit et loger les plus démunis, ça reste une fonction essentielle d'une nation. Et voilà, parfois on s'interroge un peu, on verra la suite. Parce que il faut savoir qu'on est dans un contexte un peu contraint. Alors là, c'est le DG qui parle. Dose du livret A, puisque forte inflation, dose du prix des matières premières, et on nous parle en plus de geler les loyers. Donc c'est compliqué avec tout ce qu'on a dit de porter toutes les belles missions d'un bailleur social dans ce contexte. Mais bon, voilà. Sachant que dans les années 2000, il y a eu aussi l'écoquartier, donc il y a aussi des valeurs écologiques qui étaient. Oui. Non, il y avait une vraie ambition parce que la politique de la ville, ça remonte à 35-40 ans maintenant. Il y a eu les dispositifs HVS, DSQ, enfin il y a eu un certain nombre de dispositifs. Mais vraiment, c'est vrai que c'est Jean-Louis Barlot à l'époque qui a pris, on peut dire, le taureau par les cornes et qui a mis les moyens, en tout cas, qui s'est donné les moyens ou qui nous a donné les moyens de nos ambitions. Voilà, après, pour revenir sur nos NPNRU, oui, c'est ambitieux, c'est structurant pour la métropole. Il y aura des impacts aussi en termes de démographie pour accueillir des nouvelles populations. Donc c'est tous ces enjeux-là aussi derrière. Déstigmatiser, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mais les quartiers, les ouvrir sur l'extérieur, y faire venir des nouvelles populations. Souvent aussi les rendre à taille humaine, puisque c'est le meilleur exemple ici. On était sur du R+14, des barres extrêmement longues. Il y avait un besoin de reconstruction d'après-guerre qui n'est plus le même aujourd'hui. Et puis, on l'a aussi évoqué pas mal ce matin, c'est travailler à la fois sur le loyer, mais aussi sur le volet charge. Aujourd'hui, quasiment systématiquement, on est sur des réhabilitations thermiques et on travaille sur le loyer charge. Et c'est d'autant plus d'actualité quand on voit la flambée des prix du gaz et du pétrole lié à la guerre en Ukraine. Les anciens logements étaient un peu des passoires thermiques en quelque sorte. Alors ça dépendait des années de construction, ça dépendait aussi du mode de chauffage. Par exemple ici, sur les immeubles de cèdre et tilleul, on a la chance d'avoir une chaufferie biomasse. Et quand vous avez une chaufferie biomasse, vous avez de la TVA à 5,5. Donc c'est encore un de ces avantages-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est impérieux de travailler sur ce qu'on appelle le loyer couple et charges pour essayer, alors je ne sais pas si on arrivera à redonner du pouvoir d'achat à nos locataires, mais on essaiera de le dégrader le moins possible. Nicolas Kwiatkowski. Oui, tout est une question en fait de se positionner vis-à-vis de nos locataires. Réduire la facture de charge, évidemment, c'est un vrai souci pour chaque bailleur. C'est l'objectif à chacun. Et quand on voit que malheureusement l'augmentation du tarif du gaz nous oblige à revoir un petit peu aussi les acomptes prévisionnels de chauffage, c'est très compliqué. Alors même que on a la chance d'avoir un réseau de chauffage urbain qui est plutôt assez opérationnel sur l'agglomération. En tout cas, c'est vraiment une volonté de notre part de tout faire pour réduire le reste à vivre, le reste de quittance de nos clients, par les réhabilitations énergétiques, par d'autres moyens sur les constructions neuves, en passant par des constructions basse consommation, voire d'autosuffisance. C'est un vaste mixte entre le neuf et l'ancien pour trouver le bon compromis pour que chacun y retrouve. Alors, je rejoins Jérôme, on ne fera pas gagner du pouvoir d'achat à nos clients, ça c'est clair. C'est pas notre domaine. Mais en tout cas, on va essayer de leur rendre la vie un peu moins compliquée, tout en sachant qu'elle est déjà extrêmement compliquée. Alors, quel a été pour chacune l'impact du Covid sur votre activité? Qu'est-ce que ça a changé? Quelle réflexion ça a apporté? Quel nœud ça a créé? Christelle Dorlet? Alors pour le coup, moi je suis arrivée chez Meurthe-et-Moselle Habitat après Covid, mais j'ai quand même pu en mesurer, en simple citoyenne, les conséquences. Je dirais que ça a changé quand même une façon de travailler déjà, parce que dans nos agences, il y a eu l'arrivée du télétravail et là tout l'enjeu c'est de pouvoir en fait appliquer le télétravail et rester auprès des locataires. Et en fait on s'est quand même aperçu, parce que les agences étaient fermées les après-midi, voilà, on y était contraints. Et en fait, on se rend compte à l'heure de la digitalisation que non, à un moment donné, la présence physique, ça compte, c'est extrêmement important.
Et le fait de pouvoir rouvrir et d'avoir une agence qui est là présente physiquement et des personnes qui sont là physiquement, alors ça compte. Alors après, on peut s'organiser tout de même pour permettre aux salariés de télétravailler et d'être présents. Concernant les locataires, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on s'aperçoit que tout ce qu'on pouvait proposer en matière de lien social, ça a un réel impact. Pareil de la régie de quartier tout à l'heure, qui, pour le coup, vient des provinces jusque Champ-le-Bœuf, parce que justement, on se rend compte que c'est des personnes en réinsertion, mais qui sont au cœur des quartiers, qui sont avec les habitants, les connaissent, travaillent avec eux, et sont souvent, d'ailleurs, locataires eux-mêmes. Et voilà, on se rend compte que ça fonctionne tellement bien que nous-mêmes, on a ouvert, il y a beaucoup de marchés de nettoyage qui ont été ouverts à la régie de quartier. C'est une formule qui fonctionne très bien. Et pendant la période Covid, pour ces personnes-là, c'était très compliqué de travailler, mais en attendant, elles étaient là. Et en fait, tous ces métiers-là, des métiers en fait qui sont très importants, donc agents d'entretien, ont continué à faire leur travail. Et je pense que ça a remis finalement, pour nous, mais comme pour beaucoup de métiers, ça a redonné on a vu l'importance de ces métiers-là. Ça les a mis au cœur de l'action, au cœur de notre métier, et de pouvoir vraiment se rendre compte de l'importance et du lien et de tous les métiers de proximité, que ce soit l'entretien, les petites réparations, les ouvriers polyvalents, les agents d'accueil qui sont là, qui prennent les réclamations, qui sont là à l'écoute. La présence physique sur le terrain. Alors ça, c'est en ce qui concerne le lien avec les locataires, François Molinero. Ouais. Alors moi, je voudrais juste préciser par rapport aux propos de Christelle, et c'est là où on voit l'importance, et c'est là où les pouvoirs publics doivent continuer à nous aider par le biais des actions, des conventions TFPB, etc. C'est que pendant cette période Covid, on a beaucoup parlé des personnes qui étaient en première ligne. Et les personnels de proximité des organismes sociaux étaient en première ligne. Alors que tous les services publics étaient fermés, les gens ne travaillaient plus, les personnels étaient là, même si les agences étaient physiquement fermées, mais ils étaient là au téléphone, ils étaient là sur le terrain, ils étaient là pour maintenir le lien social. Et d'où l'importance de pouvoir être au cœur des quartiers, de pouvoir avoir du personnel, de pouvoir avoir des personnes dédiées au service de nos locataires. Ils ont maintenu la propreté, ils ont maintenu la sécurité, ils ont maintenu l'entretien. Voilà, ça a été les ordures ménagères. Les ordures ménagères, ça a été compliqué, on ne le cache pas, mais ils étaient là. Et c'est là où on voit cette importance. Après, qu'est-ce qui a l'impact positif, le négatif du Covid? C'est bien sûr que, comme l'a dit Christelle tout à l'heure, et Jérôme et Nicolas, il y a eu une rupture dans toutes ces actions d'animation. Ce qui a créé un petit repli sur soi-même des habitants. Donc tout ça, aujourd'hui, ça redémarre. On voit que les gens sont, depuis plusieurs mois, il y a eu des grandes actions qui ont été menées. Chacun en a mené. Martin Habitat avec le Fair Play, qui accueille quand même 1000 jeunes pendant 2-3 mois. Plus d'autres actions. Et on a vu que les gens, les locataires, les parents, les enfants, ils étaient contents de retrouver tout ça. Parce que ça a remis du dynamisme. Et tout ça, si on peut le faire, c'est parce que justement, l'État, les collectivités nous aident à le faire. Et d'ailleurs, prochainement, les conventions viennent à échéance. Et il va y avoir renégociation avec l'État et les collectivités. Et comme l'a dit Jérôme, si demain les aides, il faudra toujours qu'on fasse de l'animation et qu'on soit présent, mais à la hauteur où on l'est fait aujourd'hui, avec tout le contexte environnemental et extérieur, on ne pourrait pas être à ce niveau d'animation, de soutien. Voilà. En quoi est-ce que le confinement vous a quelque part contraint à repenser, ou non d'ailleurs, la façon de loger vos locataires, Jérôme Dalgo? Christelle l'a évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'on a vu le télétravail se développer à une vitesse grand V, alors pour nos collaborateurs, mais aussi pour nos locataires salariés. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, dans les programmes de réhabilitation, ou même dans les programmes de construction neuve, parfois sur les plans, on voyait un petit raccoin qui sert à rien, on se disait c'est de la place de perdu, ça nous coûte cher. Aujourd'hui, on se dit, on va peut-être mettre une tablette repliable et puis ça fera un espace un peu plus confiné pour le télétravail, quoi. Voilà, le meilleur exemple, c'est où on est aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'il y a eu un coup d'arrêt
suite au premier confinement, que ça soit dans la construction, dans la production, dans les études. Mais du coup, on a repensé, je veux dire, et on a pris le temps. Et faire des terrasses comme ça ici et rajouter une pièce de vie complémentaire, ça c'est lié aux enseignements qu'on a tirés du confinement. Moi je me souviens, précédemment j'étais directeur commercial et mes équipes me disaient on n'arrive pas à louer, c'est parce qu'il n'y a pas de balcon. Alors, je dis j'entends, mais je ne pensais pas que c'était l'argument prioritaire. Et on se rend compte que de plus en plus, alors il y a le volet énergétique certes, mais aujourd'hui avoir un petit espace de vie extérieur, un petit jardinet, une petite terrasse, un petit balcon, c'est des éléments qui sont prédominants commercialement et qui font que des locataires ou des prospects vont refuser une attribution parce qu'on n'a pas ces éléments-là. Je voulais juste revenir aussi par rapport à ce qui a été évoqué sur la crise sanitaire, c'est aussi tout l'accompagnement qu'on a mis en place avec nos seniors. On a fait du phoning, on a gardé le contact, on savait qu'on avait, on a quand même des fortes proportions de locataires seniors et nos travailleurs sociaux notamment, mais pas que, mais aussi le personnel de proximité. On a été là pour garder le contact, c'était important et relayer au CCAS, relayer aux centres médico-sociaux s'il y avait vraiment des problèmes de fragilité. Donc ça aussi. Ça fait partie de notre ADN et puis on l'a fait, c'était naturel qu'on le fasse, c'est normal quoi. Alors on est en train de parler de l'impact du Covid, on ne peut pas terminer cette émission sans parler de l'impact de la guerre en Ukraine sur votre activité. Nicolas Kwiatkowski, est-ce qu'il y a eu un réel impact et si oui, lequel ? Alors, l'impact de la guerre en Ukraine, il est indéniablement présent, peut-être beaucoup plus rapide que la crise sanitaire. Déjà, la première des choses, c'est qu'on a tous été sollicités par les services de l'État pour aller accueillir les réfugiés ukrainiens. On a tous participé, on a tous mis à disposition des logements dans des temps records. Avec pour Batigère, ça correspond à combien de personnes accueillies Alors, le nombre de personnes, je ne l'ai pas, mais sur la capacité, on doit être à environ une vingtaine de familles relogées sur l'ensemble de notre patrimoine de Batigère, pour Batigère Grand Est, et avec des associations porteurs comme Amelie, Lars, France Horizon ou d'autres qui font l'intermédiation sociale. Et puis le deuxième point sur la crise en Ukraine, ça va être notamment le coût des matières premières qui prend une ascension très très forte, très violente, qui va nécessairement se sentir sur l'ensemble de nos marchés de commandes, que ce soit pour des travaux ou pour des marchés de réhabilitation, de construction. C'est un impact qui est violent. Et puis l'autre, on en a parlé tout à l'heure, le gaz aussi, la montée du gaz, même la montée du prix de l'essence, qui impacte aussi. Tout ça fait qu'on va devoir faire face dans un avenir qui n'est pas certain pour l'instant. On ne sait pas comment on va peut-être y faire face. En tout cas, ça devient une vraie préoccupation et vraisemblablement que nos locataires vont le ressentir de plein fouet et beaucoup plus fortement que la crise sanitaire. Christelle Dorlet. Oui, je rebondis. Je parlais tout à l'heure du projet de résidentialisation dans le cadre du NPRU Bar-Ruspian. Donc là, le permis de construire est déposé. Il devrait y avoir des consultations en juillet. Et c'est vrai qu'entre le projet initial, quand on commence à faire appel à un architecte, et finalement, en fonction du nouveau le coût des travaux, la rénovation énergétique, on ne fera pas l'impasse, c'est une certitude. Mais c'est vrai qu'il est même compliqué de communiquer auprès des habitants sur un projet futur qui risque de bouger. Et je rebondis d'ailleurs quand Jérôme parlait de nouveaux besoins suite au Covid, d'avoir un petit bout de jardin. Justement, là, ce qu'on a imaginé, c'est créer des jardins privatifs pour les logements en rez-de-chaussée, parce qu'effectivement, c'est un besoin qui est apparu. Bon, ça, pareil, on ne fera pas l'impasse dessus. Mais c'est vrai que tous les projets en réhabilitation, et de François Monero pourra en parler plus que nous, au niveau du budget, ça va quand même remettre en cause quelques enveloppes. Alors après, il y aura... il y a forcément des priorités sur lesquelles on ne reviendra pas. Mais nous, ce qu'on aimerait pour nos locataires, c'est vraiment faire des réas de qualité
Et c'est un petit peu un avenir incertain. Et il nous reste 1 minute pour conclure cette émission. À qui est-ce que je laisse le mot de la fin ? Monsieur Non, mais en tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir dans ces espaces-là, d'évoquer divers sujets, notamment la NPNRU, mais pas uniquement, avec mes confrères bailleurs. C'est vrai que c'est une vraie force sur Nancy et sur la métropole. On travaille ensemble, on est une association qui s'appelle Union et Solidarité qui fédère l'interbailleur, que ce soit pendant la crise ukrainienne sur les relogements, que ce soit dans le cadre des relogements par rapport aux futures aux démolitions, que ce soit sur la flambée des prix aussi et parfois sur une espèce d'inflation du prix des constructions avec les promoteurs. Donc on a bien illustré ce matin le travail partenarial en interbailleur. On n'est pas des concurrents, on est des confrères, on se parle, on travaille ensemble et j'ai envie de dire tout ça pour que l'habitat sur la métropole de Nancy soit porté au mieux. En tout cas, on est fiers de ce travail collégial, on va dire. Alors merci à vous d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans ce forum des bailleurs. Merci. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve très très vite avec, j'espère bientôt aussi, un autre forum interbailleurs et on va parler bien sûr du logement seul à plusieurs pour ceux qui aiment dormir en famille ou ceux qui aiment dormir seuls comme Tudor Cinéma Club. Sleep Alone qu'on écoute pour terminer cette émission. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org